On va commencer ce journal par un point sécuritaire au sud Liban. Et oui, effectivement, Ilana Tzahal a bombardé hier soir très massivement des positions du Hezbollah au sud Liban. Le ministère de la Santé libanais a révélé que selon ces données, 31 personnes ont été tuées par ces raids aériens israéliens. Le porte-parole de Tzahal en langue arabe avait lancé hier des avertissements très fermes aux populations civiles du sud Liban, de plus d'une cinquantaine de villages libanais, donc dans cette région, quant à l'imminence de bombardements de la part de Tzahal, ce qui est, paraît-il, sans précédent par son ampleur. Et puis ce matin, plusieurs alertes ont été déclenchées dans les localités du nord d'Israël, apparemment à la suite de tirs de drones. Tzahal fait état d'un seul engin explosif qui est tombé sur un terrain vague en Israël, sans faire fort heureusement de blessés. Et le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir par ailleurs pour débattre de la situation dans le Nord. Oui, au cours de la réunion, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé l'élargissement de l'opération militaire israélienne au sud Liban. Nous fortifions la zone de sécurité pour défendre les localités du Nord, a dit M. Netanyahou, qui a également souligné que Tzahal déployait d'intenses efforts pour trouver actuellement des parades à la menace des drones explosifs du Hezbollah. Il faut souligner que la réunion a été écourtée afin de permettre à Benyamin Netanyahou de s'entretenir au téléphone avec le président Trump. Quant à l'ancien chef d'état-major adjoint de Tzahal, le général Uzi Dayan, il a affirmé hier soir que Tzahal devait frapper le Hezbollah et le Liban, même sans feu vert des Américains. Et dans ce contexte, un haut responsable américain a souligné que les pourparlers entre Israël et le Liban se poursuivaient. Oui, effectivement, selon lui, la fin de ces négociations ferait le jeu uniquement du Hezbollah. Selon ce haut responsable américain qui s'est exprimé sur Al Jazeera, la seule possibilité pour parvenir à un accord de paix durable entre les deux pays est la poursuite du dialogue, effectivement. Ce haut responsable a rendu le Hezbollah entièrement responsable de la sécurité, de la situation actuelle au sud Liban. Le mouvement chiite a-t-il dit, l'occasion de cesser le feu, mais c'est lui qui a déclenché l'actuel conflit dans le but de garantir sa survie politique. Selon lui, Israël a tout à fait le droit de garantir sa sécurité. Fin de citation. Alors on s'interroge, Daniel, qu'en est-il de l'accord qui se négocie actuellement aussi entre les Iraniens et les Américains ? Oui, selon le Wall Street Journal, des progrès auraient été enregistrés au cours des 24 dernières heures entre les négociateurs qui travaillent sous l'égide de médiateurs pakistanais. Ces progrès concernent en particulier le dossier de l'uranium enrichi qui serait encore enfoui sous la centrale de Fordow. De même, l'Iran aurait demandé au Qatar de libérer les avoirs iraniens pour un montant de 24 milliards de dollars. Dès la première phase de l'accord, le Qatar aurait déjà accepté de virer quelques 12 milliards de dollars, ce qui a d'ailleurs suscité de très vives critiques de la part d'autres pays du Golfe. Il faut encore souligner que le président Trump et Benyamin Netanyahou se sont entretenus hier soir et ils ont débattu de l'Iran et de la situation sécuritaire au sud Liban. Et puis c'est officiel, le nouveau patron du Hamas à Gaza a été éliminé hier par Tzahal. Oui, la confirmation est arrivée il y a un peu moins d'une heure de la part du mouvement terroriste palestinien lui-même. Le Hamas a annoncé que le nouveau commandant de sa branche armée, Mohamed Odeh, a bel et bien été éliminé hier par une frappe aérienne massive de la part de l'armée de l'air contre un immeuble du quartier riche de Gaza, Rimal. Odeh a été nommé à la tête du Hamas il y a une semaine à peine après l'élimination de son prédécesseur Azzedine El-Haddad. Odeh n'était pas connu du grand public gazaoui, mais selon le communiqué publié hier par Benyamin Netanyahou et par Israël Katz, il était le responsable des services de renseignement du Hamas et l'un des artisans des massacres du 7 octobre. Cette élimination affaiblit certes le Hamas qui risque de devoir désigner maintenant un leader qui est quasiment inconnu et peut-être, on va dire, sans expérience de leadership. Et justement, à propos de l'avenir de la bande de Gaza, Daniel, on a appris hier la tenue d'une rencontre assez inattendue. Oui, et pour cause, Ilana, il s'agit d'une rencontre entre le chef du Shin Bet, David Zini, et Mohamed Dahlan. Une rencontre qui s'est tenue récemment aux Émirats Arabes Unis. Dahlan était, il faut le rappeler, l'un des chefs des services de sécurité palestiniens, de l'autorité palestinienne, avant de devenir par la suite l'ennemi public numéro 1 de Mahmoud Abbas. Il s'était exilé depuis de nombreuses années donc dans les Émirats Arabes Unis. Dahlan est le conseiller très proche de Mohamed Ibn Zayed et il a déjà été pressenti, on va dire quasiment depuis le lendemain du 7 octobre, pour diriger la bande de Gaza après la guerre. Et puis le Shin Bet israélien accuse Salah Hamouri d'avoir planifié depuis la France la création d'une cellule terroriste palestinienne à Jérusalem. Oui, je vous rappelle que Salah Hamouri est un terroriste palestinien du FPLP qui a été accusé d'avoir programmé l'élimination du Rav Ovadia Yosef. Cela fait plus de 3 ans qu'il a été expulsé d'Israël vers la France et donc le Shin Bet selon le Shin Bet, il aurait rencontré en 2024 et en 2025 des Palestiniens de Jérusalem-Est et les aurait enrôlés dans le cadre d'une cellule terroriste qui aurait pour mission de préparer des attentats sur place.
Et puis enfin, pour terminer ce journal, une information sportive en football. Oui, c'est en effet le Maccabi Tel Aviv qui a remporté hier soir la Coupe d'Israël pour cette année. Le Maccabi l'a emporté sur le tout nouveau champion d'Israël de football, le Hapoel Be'er-Sheva, 2-1, devant près de 30 000 spectateurs dans le stade Teddy de Jérusalem. Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps reste toujours ensoleillé, à partiellement nuageux, avec des températures légèrement plus élevées que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et sur l'ensemble du littoral, 28 degrés à Be'er-Sheva et 34 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy Millière. Guy, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Las Vegas, où il est encore 22h hier. Vous êtes encore avant la nuit, donc 22h, et merci d'être resté réveillé pour commenter l'actualité. Et l'actualité pour vue d'Israël, en tout cas, c'est le positionnement actuel de Donald Trump qui déroute, il faut bien l'avouer, on va dire, tous les supporters. Ils sont nombreux, les supporters de Donald Trump en Israël, qui ne comprennent pas comment finalement Donald Trump est passé, on va dire, de ce bras de fer qu'il a voulu mener contre l'Iran à d'une volonté qui semble affirmée et confirmée de jour en jour de conclure un accord avec le régime des Mollahs, un accord qui pourrait être mauvais et qui pourrait être défavorable à l'État d'Israël. Alors d'abord, je voudrais avoir votre appréciation, Guy, personnelle. Comment vous réagissez à cette course à l'accord de Donald Trump ? Je dois dire que je suis extrêmement déçu, extrêmement inquiet, et je précise d'emblée, au vu de ce que je vais dire, que j'ai fait partie des gens qui soutiennent Donald Trump depuis le départ, depuis 2015, et que je fais aussi partie des gens qui soutiennent fermement et clairement Israël. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses se passent de cette façon. Quand il est entré en guerre contre l'Iran, Donald Trump a traité Israël comme un allié. Maintenant, il ne traite plus Israël véritablement comme un allié. Et la façon dont, voici quelques jours, il a parlé de Binyamin Netanyahou était à mes yeux désobligeante. Il a dit « Binyamin Netanyahou fera ce que je lui dirai de faire ». D'autre part, si je regarde les choses depuis le début, quand il est rentré en guerre contre l'Iran, contre le régime iranien, contre le régime des Mollahs, Donald Trump s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Il a employé une expression très précise aussi. Il a parlé de la nécessité d'une reddition sans condition, d'une reddition inconditionnelle. Il a fixé d'autres conditions. Il a dit que l'Iran devait se débarrasser de ces éléments nucléaires, l'ensemble de ces éléments nucléaires résiduels, non seulement les 450 kilos d'uranium enrichi, mais aussi toutes ces installations, tout le reste de l'uranium. Et l'Iran a non seulement l'uranium enrichi à 60%, mais aussi de l'uranium enrichi à 20%, qui peut passer très rapidement à 60%. Donald Trump disait aussi que l'Iran ne devait pas disposer de missiles balistiques susceptibles de toucher Israël et susceptibles d'aller plus loin. On a vu que l'Iran dispose de missiles qui peuvent aller plus loin, puisque l'Iran a tiré en direction de la base de Diego Garcia à plus de 4000 km de l'Iran. Et donc je dirais qu'on peut penser que l'Iran dispose de missiles qui pourraient toucher l'Europe et qui pourraient toucher même sans doute les États-Unis. Donald Trump demandait aussi que le régime ne soutienne plus ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah, alors effectivement, Hamas et les milices outils. Et alors effectivement, Guy, toutes ces conditions n'ont pas été remplies. On va dire quasiment aucune des conditions. Peut-être que le nucléaire, peut-être le dossier du nucléaire pourra peut-être être résolu. Et encore, on en doute pour l'instant. On ne connaît pas les termes de cet accord qui n'a pas encore été conclu. Mais est-ce que, Guy, est-ce que vous avez une explication, on va dire, logique à l'attitude du président américain ? Est-ce qu'on peut se suffire de dire Donald Trump, c'est un homme impatient, il n'est pas seulement imprévisible, il est impatient et quand ça traîne, eh bien, il veut couper court et résoudre le problème et c'est un homme d'affaires qui veut faire des deals et donc, bien entendu, un deal avec l'Iran, c'est aussi possible.
Effectivement, je pense que l'expression faire des deals est l'expression adéquate. Je pense que c'est ce qu'il veut et j'ai l'impression qu'il ne comprend fondamentalement pas ce qu'est le régime iranien. Les Iraniens ont l'art et la manière depuis très longtemps de faire traîner les choses et c'est ce qu'ils font en ce moment. Donald Trump a mené la guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël pendant un peu plus d'un mois et maintenant cela fait 6 semaines, même un peu plus de 6 semaines, qu'il y a un cessez-le-feu et qu'il est censé y avoir des négociations. Il est évident que ces négociations ne mènent à rien. Il est évident qu'elles ne pouvaient mener à rien quand on connaît les dirigeants iraniens qui restent, parce que ce sont des fanatiques qui n'acceptent aucune concession en général. Donc tout ce temps a été perdu. Et je dirais que les grands généraux américains, les grands stratèges américains disaient au moment où les combats ont été arrêtés, qu'il suffisait environ de 15 jours de combats supplémentaires pour que le régime soit complètement à genoux et pour que le régime puisse tomber. Donc Donald Trump a arrêté les opérations au nom de négociations, alors qu'il suffisait de pousser pendant 2 semaines les combats pour obtenir un tout autre résultat. Donc, Et déjà, cela est donc, incompréhensible. Je me souviens avoir regardé le général Keane, qui est l'ancien vice-chef d'état-major de toutes les armées américaines, ne pas comprendre et dire lui-même qu'il suffisait de 15 jours supplémentaires pour aller alors, jusqu'au bout. Alors Guy, on peut comprendre le désarroi, on va dire, des généraux américains, mais moi je voudrais savoir qu'est-ce que l'on ressent au sein de, on va dire, de la base électorale de Donald Trump, c'est-à-dire des conservateurs, des gens comme vous qui ont soutenu le président américain. Quel est le sentiment? Est-ce que votre déception, elle se reflète, on va dire, dans l'ensemble du mouvement? Ou alors il y a aussi une part importante d'isolationnistes, de gens qui s'identifient peut-être avec J.D. Vance, qui disent c'est bon, on a donné un coup de main à Israël, on a participé, on a voulu éradiquer le régime, mais on ne peut pas consacrer le temps uniquement à cela, et surtout cela va à l'encontre des promesses qui ont été faites lors de la campagne électorale. Effectivement, ça va à l'encontre des promesses qui ont été faites, et je dirais que la mouvance isolationniste est beaucoup plus faible qu'on a tendance à le dire en dehors des États-Unis. Pourtant, elle a l'air d'avoir un poids auprès du président américain, là. C'est pas obligatoirement ça. Je dirais que Donald Trump, comme vous l'avez dit, cher Daniel, veut faire des deals et j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire en ce moment. Je ne comprends pas du tout et je ne suis pas le seul ce qu'il est en train de faire. Et je dirais que des gens qui sont vraiment des fidèles solides de ce que fait Trump ne comprennent eux-mêmes pas ce qui est en train de se passer. Je pense à des gens comme le sénateur Ted Cruz, je pense à des gens comme le sénateur Lindsey Graham, je pense à des gens qui sont moins connus en dehors des États-Unis, comme Larry Kudlow, qui a eu un rôle très important dans la première administration Trump. Je pense à Mike Pompeo, qui a été secrétaire d'État et qui a aussi été directeur de la CIA. Tous ces gens sont en désarroi et sont complètement perdus par rapport à ce qui se passe et ils sont très pessimistes par rapport à ce qui peut déboucher depuis cela. Newt Gingrich, qui est aussi quelqu'un d'important, a dit cet après-midi, si on reste sur cette lignée, on court à la catastrophe et les démocrates vont gagner les élections de mi-mandat. Donc c'est là qu'en sont beaucoup de gens et bien évidemment, les soutiens d'Israël aux États-Unis sont pour la plupart très déçus et ne comprennent pas non plus. Il y a des gens qui disent que Trump est sans doute en train de mener une ruse et que tout va se retourner, mais je dirais que ces gens sont minoritaires actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que l'attitude du président américain de ces derniers jours risque de porter atteinte à la crédibilité des États-Unis, on va dire au Moyen-Orient, face à des pays comme les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats? Oui, je pense tout à fait. Déjà, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus et inquiets en Israël. J'ai beaucoup d'amis israéliens et je sais que c'est le cas. Et je pense que dans le monde arabe, on respecte essentiellement la force. Et je dirais que ce que Donald Trump montre en ce moment, ce n'est pas de la force, c'est de l'hésitation. Et c'est une
forme de faiblesse, parce qu'il y a des concessions qui sont faites à l'Iran. Quand on s'est fixé au départ les buts que j'ai énoncés au début, quand j'ai commencé à parler ce soir, et quand on se limite maintenant à parler du dossier nucléaire et de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui au départ n'était pas fermé, on est en position de faiblesse. Et d'ailleurs, les dirigeants iraniens actuellement au pouvoir ont tendance à narguer Donald Trump et à ironiser sur lui. Ils se permettent d'ironiser sur Donald Ouais. Trump, ce qui montre bien ce qu'est la situation. Donc vous avez le sentiment que de facto Donald Trump est en train peut-être de sacrifier Israël, de sacrifier cette alliance avec un allié qui, selon lui-même, hein, ce sont ses propos au début de la guerre, qui était un allié particulièrement fidèle, particulièrement loyal. Il est en train peut-être de le sacrifier pour des intérêts, on va dire peut-être passagers, pour justement ne pas avoir ne pas être affecté par les mi-termes, ou alors par exemple même pour permettre aux États-Unis d'accueillir la Coupe du Monde dans une forme de sérénité? Je dirais qu'il vient de se passer 6 semaines, un peu plus de 6 semaines, pendant lesquelles il ne s'est strictement rien passé et où, à mes yeux, Donald Trump s'est fait rouler dans la farine par les dirigeants iraniens. Donc, effectivement, maintenant, on peut penser que le temps est compté, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je dirais que c'est entièrement de la faute de Donald Trump. Il y a 6 semaines, il pouvait parfaitement mener la guerre jusqu'au bout. C'est Oui. lui qui a décidé d'arrêter les combats pour mener des négociations qui ne débouchent sur rien. Et je pense que, outre Israël, où l'inquiétude est très importante actuellement, je pense que les pays du monde arabe sunnite sont aussi des pays qui sont profondément en désarroi. Et Alors, quand je vois Donald Trump dire qu'il va peut-être les pousser à aller vers les accords d'Abraham, je dirais que dans le monde arabe, on aime la force, et Donald Trump ne montre pas de force, donc je ne pense absolument pas que l'Arabie saoudite prenne le chemin d'accords d'Abraham. est-ce que vous avez le sentiment que la situation peut encore se retourner et que Donald Trump, peut-être justement même sous l'effet des critiques qu'il subit actuellement de la part d'une partie de son aile droite, eh bien, peut se retourner et puis dire, taper du poing sur la table et dire, ben non, finalement, les Iraniens nous ont dupés et on reprend les combats? Peut-être, mais enfin pour le moment, ce que Donald Trump fait vis-à-vis même de gens comme ceux que j'ai cités, comme des gens comme Ted Cruz, Mike Pompeo, Lindsey Graham, il dit ce sont des losers. Pour le moment, c'est pas du tout une façon adéquate de répondre à la situation. Comme je l'ai dit, je ne comprends pas du tout ce que fait Donald Trump actuellement, et je dirais que s'il ne rectifie pas complètement, il va finir son mandat d'une manière très négative et très tragique. Et je dirais que même s'il décidait de reprendre les combats maintenant, il ne faut pas oublier que quand on arrête une guerre, on donne un avantage à l'adversaire qui est en train de perdre. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pendant les 6 semaines, un peu plus de temps, qui se sont écoulées depuis l'arrêt des combats. L'Iran a ressorti des missiles qui étaient ensevelis sous terre. L'Iran a fabriqué des drones. L'Iran a reçu de l'armement par la mer Caspienne. L'Iran s'est renforcé. Donc reprendre les combats maintenant serait reprendre dans des conditions qui seraient bien plus mauvaises qu'il y a 6 semaines. Ok. On ne fait pas cela, on ne reprend pas les combats au bout de 6 semaines comme ça, ou sans ça, on se met en désavantage. Alors, si vous étiez, on va dire, à la place de l'État d'Israël, à la place de Binyamin Netanyahou, est-ce que vous comprendriez, bien d'une certaine manière, que les Israéliens se démarquent de la politique actuelle du président et aillent même jusqu'à, par exemple, revenir sur, par exemple, les conditions de ce cessez-le-feu au sud Liban, qui fait que l'armée israélienne ne peut pas attaquer Beyrouth ou ne pas frapper le Hezbollah à la tête, et reprennent une forme de liberté d'action pour pouvoir venir à bout de ceux qui menacent son existence. Oui, mais c'est pour partie ce que d'ores et déjà Binyamin Netanyahou est en train de faire. Mhm. Je pense que Binyamin Netanyahou, même s'il ne le dit pas et il n'est pas en position de pouvoir le dire, est très mécontent de ce qui se passe et reprend un peu ses libertés. L'armée israélienne est en train d'agir au sud Liban. Elle ne le fait pas autant qu'elle le voudrait parce que les États-Unis la freinent et lui ont posé des limites, mais elle le fait quand même. Et je pense que Binyamin Netanyahou ne peut que se sentir un peu trahi par
Donald Trump. Mais ce n'est entièrement pas la faute de Benjamin Netanyahou. Il garde toute ma confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un se conduit mal à votre égard que vous cessez d'être un grand dirigeant. Je pense que Benjamin Netanyahou est un grand dirigeant pour l'État d'Israël. Eh bien, on va terminer par cette phrase éloquente. Merci beaucoup, Guy Millière, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain et un soutien, comme vous venez de le prouver, inconditionnel de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct de Las Vegas, où vous vivez depuis de nombreuses années. Merci à vous, Guy. À bientôt. Merci beaucoup. Il y a des phrases qui comptent moins par leur longueur que par celui qui les prononce. Quand Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, déclare qu'Israël est probablement le pays numéro 1 au monde en matière d'innovation rapporté à sa taille, ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est un signal. Parce que Musk ne regarde pas les pays comme un diplomate. Il regarde comme un entrepreneur. Il regarde la vitesse d'exécution, la densité des talents, la capacité à prendre des risques, à transformer une idée en produit, une contrainte en solution, une difficulté en avantage compétitif. Et c'est exactement ce qu'il reconnaît en Israël. Israël n'est pas un grand pays par sa taille. Ce n'est pas un géant démographique. Ce n'est pas un empire économique comparable aux États-Unis, à la Chine ou à l'Inde. Mais dans la technologie, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, dans la mobilité, dans la défense, Israël pèse beaucoup plus lourd que sa population ne devrait lui permettre. Et c'est cela la vraie singularité israélienne. Israël n'a pas la taille d'un géant, mais il en a la densité technologique. Et cette densité ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une culture très particulière. Une culture où on apprend vite, où l'on teste vite, où l'on se trompe parfois vite aussi, mais où l'on recommence immédiatement. Une culture où la contrainte n'est pas seulement un obstacle, mais devient souvent un moteur. On dit souvent que l'innovation naît du confort. En réalité, l'histoire d'Israël montre souvent l'inverse. L'innovation naît aussi de l'urgence, de la nécessité, de la pression permanente. Quand vous avez aussi peu de ressources naturelles, un petit marché intérieur, un environnement géopolitique difficile, vous n'avez pas le luxe de l'immobilisme. Vous devez inventer. Vous devez trouver des solutions. Vous devez aller plus vite que les autres. Et c'est sans doute ce que Musk admire. Pas seulement la technologie israélienne, mais la méthode israélienne. Et cette méthode, on peut la résumer simplement. Ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites pour avancer. Agir, corriger, améliorer, recommencer. Il y a aussi un symbole fort dans le fait que Musk parle d'Israël dans le contexte de la conduite autonome. Tesla va déployer ses technologies en Israël. Le pays vient juste de donner l'autorisation pour des essais sous supervision humaine. Là encore, Israël apparaît comme un laboratoire. Pas un laboratoire abstrait, pas un décor de science-fiction, mais un terrain réel, avec de vraies routes, de vrais usages, de vraies contraintes. Et c'est là qu'il faut être lucide. La technologie est puissante, mais elle ne règle pas tout. Elle ne supprime pas les tensions, elle ne replace pas la politique, elle ne guérit pas automatiquement les fractures d'une société. Mais elle peut améliorer la sécurité, la santé, les transports, l'éducation, mais elle dépend toujours de ceux qui la conçoivent, de ceux qui la régulent, de ceux qui l'utilisent. Donc non, il ne faut pas tomber dans le discours naïf de la technologie va sauver le monde, ce n'est pas mon propos, mais ce que dit cette déclaration d'Elon Musk, c'est autre chose. Elle dit qu'un petit pays peut devenir une puissance mondiale s'il mise sur le capital humain, sur l'éducation, sur l'audace et sur la capacité à passer de l'idée à l'action. Et au fond, c'est peut-être ça la leçon israélienne. Dans un monde obsédé par les rapports de force, Israël rappelle qu'il existe une autre forme de puissance. La puissance de l'intelligence appliquée. Pas seulement d'avoir des idées, mais les transformer en solutions. Pas seulement rêver le futur, mais le construire avec ses imperfections, ses risques, ses débats. La phrase à retenir est donc simple. En innovation, ce ne sont pas les kilomètres carrés qui comptent, c'est l'intensité. Et sur ce terrain-là, Elon Musk vient de le dire clairement. Israël joue dans la cour des grands. C'est ce matin encore la situation au Sud-Liban qui continue de préoccuper les responsables politiques et militaires israéliens.
Le Yediot Aharonot annonce en titre ce matin: au sein de Tsahal, on estime qu'il existe actuellement une fenêtre d'opportunité réduite pour mener à bien une opération militaire d'envergure au sud Liban. Le Yediot Aharonot explique en sous-titre que l'opération des forces israéliennes s'est effectivement élargie au-delà de la ligne jaune hier, avec pour objectif d'éloigner la menace des drones explosifs. Un haut responsable sécuritaire israélien affirme: il faut une opération d'envergure avant la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. La manchette du Israël Hayom est plus nuancée que celle du Yediot Aharonot à propos de cette offensive de Tsahal contre le Hezbollah. Ce n'est pas cette attaque qui va stopper le Hezbollah, affirment certains membres du cabinet sécuritaire qui s'est réuni hier soir. La manœuvre au sud Liban est certes élargie, mais les mains de Tsahal sont toujours liées. Si l'on veut modifier la donne, il faut frapper à Beyrouth et il faut passer de la défensive à l'offensive, ont affirmé certains de ces ministres du cabinet restreint, tandis que Binyamin Netanyahou, lui, a déclaré hier qu'il avait initié un effort national pour résoudre le problème des drones explosifs. Là encore, les élus locaux se montrent très critiques. L'échelon politique nous avait parlé d'une offensive massive pour hier, mais en fait, ce n'était qu'une petite attaque. Fin de citation. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin pour tenter d'expliquer la situation actuelle au Liban. Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, suggère au gouvernement de changer totalement de direction. Il l'accuse d'avoir proféré des slogans vides de sens qui nous ont conduits à la situation actuelle face au Hezbollah. Selon lui, les erreurs commises sont à la cause de notre isolement international et de notre totale dépendance envers les États-Unis. À partir du moment où l'on comprend que le désarmement du Hezbollah n'est pas un scénario réaliste, il faut savoir envisager d'autres plans d'action, affirme Nadav Eyal. Mike Oren, l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, affirme que c'est justement maintenant que nous devons profiter du soutien dont nous bénéficions au sein de l'administration Trump pour réclamer une plus large marge de manœuvre et d'action au Liban et pour nous défendre de manière plus efficace. Quant à Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, il explique qu'un accord entre Washington et Téhéran aura un impact positif sur les finances du régime des Mollahs, qui pourra alors continuer à armer solidement le Hezbollah. Et puis dans le Israël Hayom, Meir Ben Shabbat considère que la solution du problème des drones explosifs passe par Beyrouth lui aussi. Pour Ben Shabbat, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, il y a plusieurs bonnes raisons pour frapper le Hezbollah à la tête, c'est-à-dire à Beyrouth. Le refus du mouvement terroriste de se désarmer, le soutien des Iraniens qui se poursuit et la crainte d'un retour des équations comme le silence répondra au silence. Les limitations de feu imposées par les Américains permettent au Hezbollah d'agir plus librement. Pour que le mouvement terroriste évite d'utiliser les drones explosifs, il faut qu'il sache qu'il paiera un prix lourd pour chaque drone tiré. En pages intérieures, le Yediot Aharonot donne ce matin la parole aux habitants du nord d'Israël qui font les frais de l'actuelle tension. Des habitants qui ne cachent pas leur vif mécontentement face à la politique actuelle du gouvernement. Ils dénoncent en particulier cette situation qui conduit Tsahal à combattre le Hezbollah avec les mains liées. Yael Fromberg, 27 ans, habitante de Mahalot, écrit qu'il n'est pas possible de continuer à compter sur les miracles comme cela s'est produit au cours des dernières semaines. Eldad Yogev Waknin, lui qui a 36 ans, est agriculteur à Shomera et il déplore qu'il ne reste plus rien de solide pour rester dans le Nord. Quant à Shai Rabin, 38 ans, de Kiryat Shmona, qui est rédacteur en chef du journal local, il affirme qu'il y a une limite au sentiment de shlichut, de dévouement que nous pouvons ressentir en tant qu'habitants du Nord. Et puis, le Yediot Aharonot s'interroge sur la nature de la réunion exceptionnelle du cabinet américain qui doit se tenir aujourd'hui à Camp David. Selon Lior Ben-Ari, cette réunion prouve que le gouvernement Trump s'apprête à prendre une décision très importante sur le plan sécuritaire, peut-être même donc dans le cadre de cet accord entre les Américains et le régime des Mollahs. Et puis, le Yediot Aharonot nous fournit un indice solide, un possible accord de cessez-le-feu. Après 88 jours de coupure totale, Internet recommence à fonctionner en Iran. Mais le Israël Hayom parle d'absence totale de confiance entre les Américains et les Iraniens et il se demande si l'accord annoncé en début de semaine n'est pas en train de s'estomper ou de s'éloigner. Le Israël Hayom annonce que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont eu hier une conversation téléphonique et que le Qatar, qui fait l'objet de critiques de la part d'autres pays du Golfe pour avoir accepté de libérer quelques 12 milliards d'aides économiques à l'Iran dans le cadre des avoirs qui auraient été débloqués déjà, au moins une partie de ces avoirs qui auraient été débloqués en direction de Téhéran.
Et puis toujours dans le Israélium de ce matin, le professeur Avraham Ben-Zvi, expert dans les relations entre Israël et les États-Unis, admet un affaiblissement des relations spéciales entre Washington et Jérusalem. Dans son analyse ce matin, le professeur Ben-Zvi revient sur l'historique des relations entre Netanyahou et les différentes administrations américaines. Il revient en particulier sur les tensions entre le Premier ministre et les administrations démocrates comme celle de Barack Obama ou de Joe Biden, en particulier bien entendu dans le dossier iranien. Et il parvient à la conclusion que si sur le plan stratégique la relation entre les États-Unis et Israël est préservée, force est de constater au cours des derniers jours que les relations spéciales entre les deux pays se sont quelque peu affaiblies. Tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin l'élimination du nouveau chef du Hamas à Gaza. L'armée de l'air israélienne a bombardé hier un bâtiment dans la ville de Gaza, dans le quartier de Rimal, ce quartier où se trouvait apparemment Mohamed Oudeh, qui avait été nommé chef du Hamas ou de la branche armée du Hamas il y a une semaine à peine, en remplacement d'Azenin El-Haddad, éliminé lui aussi par Tsahal. Benjamin Netanyahou et Israël Katz ont publié un communiqué dans lequel ils expliquent que Oudeh était le chef des services de renseignement du Hamas le 7 octobre. Les sites d'information annonce en page d'ouverture ce matin qu'il y a une très forte probabilité pour que Oudeh ait été éliminé, et il y a un peu plus d'une heure, le Hamas a reconnu officiellement cette élimination. Et puis enfin, dernier titre de la presse israélienne, de la revue de la presse israélienne de ce matin, en politique intérieure, Gilad Ardan, l'ancien ministre, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et aux États-Unis, s'apprête à créer un nouveau parti. C'est le Maariv qui nous l'annonce ce matin. Ardan, qui fait partie du leadership du Likoud au cours des 20 dernières années, veut se démarquer du grand parti de droite et de son image plutôt négative dans l'opinion publique, et il considère qu'il est absolument nécessaire de créer une nouvelle formation de droite, une formation qui enfourcherait en particulier un grand cheval de bataille, celui de l'enrôlement des orthodoxes dans Tsahal. Cela fait 30 ans que l'on nous promet que cela va se produire, dit-il, avant de lancer sa campagne et d'annoncer « Je me considère comme un futur Premier ministre après Benjamin Netanyahou ». Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors vous commentez avec nous régulièrement l'actualité, vous êtes membre du Likoud, il faut le souligner, à l'approche des élections, c'est légitime de le mentionner. Mais avec vous, je voudrais d'abord avoir votre appréciation sur ce qui se passe dans le Nord, et qui, même sur le plan politique, met Benjamin Netanyahou dans une situation, on va dire, assez inconfortable. Il est prisonnier, il semble être prisonnier, on va dire, des règles très, très sévères imposées par Donald Trump. Israël, apparemment, ne peut pas bombarder, par exemple, Beyrouth, et peut bombarder, on va dire, d'une manière limitée le Hezbollah au-delà du Litani. Quel regard vous portez sur cette situation qui est complexe et sur, on va dire, le piège dans lequel Benjamin Netanyahou semble être tombé? Alors, je pense qu'il faut d'abord analyser ce qui se passe sur le terrain. Sur les derniers jours, les forces de Tsahal, l'infanterie de Tsahal a dépassé le Litani. Hier, la censure a permis de partager l'information selon laquelle nos soldats seraient au niveau du Bouffort, c'est-à-dire on est bien au-delà du Litani, et bon, on va pas tout développer, mais on élargit en fait notre présence sur le Sud-Liban, et on a demandé à ce qu'une ville de 124 000 habitants soit vidée pour opération à suivre. C'est-à-dire que l'opération au Sud-Liban suit son cours. L'opération au Sud-Liban effectivement s'étale dans le sens où, comme vous l'avez dit, il y a cette volonté iranienne de lier le Liban au conflit et à l'accord négocié entre les États-Unis et l'Iran. Et il y a cette volonté d'Israël, justement, d'éviter ce qu'on appelle l'union des fronts. L'union des fronts, c'est bien évidemment le grand rêve de Ali Khamenei, c'est bien évidemment le grand projet de Ali Khamenei qui a bien failli, si ce n'était si noir le 7 octobre, qui s'est lancé tout seul, qui avait la possibilité, la capacité, en tout cas le projet, de détruire l'État d'Israël. Donc, le front du Liban nous fait mal à la tête, notamment à cause de ces fameux drones.
drones qui viennent frapper nos soldats. Mais je vais me permettre encore une phrase pour dire, il y a à peu près 20-25 ans, lorsqu'il y avait une zone de sécurité au sud Liban, eh bien, ce qui se passait, c'est que malheureusement, de temps à autre, dans des événements au niveau militaire qui étaient des événements tactiques, et chaque soldat qui tombe, c'est un monde, et on est bien évidemment triste, et on pense aux familles, mais il faut pas oublier que c'est justement cette pression disant qu'on ne peut pas se permettre de perdre des soldats au Liban qui quelque part a poussé le gouvernement d'Ehud Barak dans les années 2000, en 2000, de fuir le sud Liban. Et puis, derrière, on a eu ce monstre qui s'est établi à nos frontières, qui s'est établi sur Methoula, sur la frontière nord d'Israël, le Hezbollah, avec des dizaines de milliers de roquettes et de combattants et de tunnels, et une réelle opportunité de détruire l'État d'Israël. Donc, le rôle des soldats, c'est de protéger, en tout cas bien évidemment à Tsahal, la population civile. Et c'est ce que font nos soldats. Et lorsqu'on va au front, eh bien, il y a des complications. Alors effectivement, mais vous parliez du lien entre entre le dossier iranien et le dossier du Sud-Liban, le dossier du Hezbollah. Ce lien, il est incontournable parce que finalement, on est en train de voir ce qui se passe avec les Américains. Si les Américains parviennent à conclure un accord avec l'Iran, bien cet accord inclura aussi le Hezbollah, ou en tout cas obligera le Hezbollah à cesser le feu, mais permettra au Hezbollah de se renforcer considérablement, comme il s'est renforcé depuis le précédent cessez-le-feu de novembre 2024, comme il s'est renforcé pendant un an en recevant plus d'1 milliard de dollars. À partir du moment où les Iraniens ont de l'argent, eh bien, ils vont en distribuer beaucoup au Hezbollah et finalement, l'État d'Israël sera à nouveau menacé, y compris à l'intérieur de la zone de sécurité. La menace avec le terrorisme et ces mouvements-là, elle est omniprésente et elle va pas s'arrêter demain. Je pense qu'une des leçons du 7 octobre, c'est de comprendre que les accords, n'importe quel accord qui peut être signé avec ce genre d'organisation, n'est qu'une pause tactique qui est considérée par nos ennemis comme une pause qui leur permet de se réarmer et qui leur permet d'inventer une nouvelle façon d'aller au bout de leur projet, c'est-à-dire d'éradiquer le peuple juif. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on continue à agir au Sud-Liban, on continue à élargir la zone de sécurité au Sud-Liban, et on continue donc la pression sur le gouvernement libanais, parce que c'est bien ça l'angle. Il ne faut pas oublier que le Liban, contrairement à la bande de Gaza, le Liban, c'est trois factions, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des chrétiens, et ils ont une constitution après la guerre civile qui avait eu lieu là-bas, qui fait que chacun a sa part dans le gouvernement. Et là, l'idée du cessez-le-feu, c'est de permettre au gouvernement libanais de reprendre la main, si vous voulez, sur les armes dans son territoire et de les enlever au Hezbollah. Pour l'instant, ça n'a pas lieu. Mais ce sera l'accord. Quand bien même il y a un accord demain, le Hezbollah resterait en dehors de cet accord, et seul Tsahal pourra être garant justement de la non-prolifération et du non-réarmement du Hezbollah, comme on l'a fait entre le premier cessez-le-feu après les Vipérim, vous vous souvenez, et l'ouverture du deuxième volet au Liban. Bon, visiblement, on ne voit pas comment le Hezbollah ou comment le gouvernement libanais pourra désarmer le Hezbollah d'une manière ou d'une autre, y compris après un accord, y compris même avec un accord de non-belligérance avec Israël. Mais je voudrais avoir votre appréciation sur une question clé. Est-ce que la situation actuelle au Liban et, on va dire, la direction que prend Trump de signer un accord avec l'Iran n'handicape pas de plus en plus sérieusement Binyamin Netanyahou, l'actuelle coalition en perspective des élections? Vous savez, ça me rappelle la période d'attente qu'on a vécue avant à Gaza, lorsqu'on était à chaque fois qu'on était en attente d'un accord et avant une opération majeure, bon, il y a eu Rafah et puis après il y a eu Jabalia, etc. Il y avait effectivement dans les sondages une baisse, parce que effectivement, je vous le disais lors de notre dernière interview, il y a deux sujets que le camp national attend de Benjamin Netanyahou. Un, c'est la victoire.
et d'abord et avant tout vis-à-vis du Hamas et ensuite du Hezbollah. Et deux, c'est justement cette loi sur l'enrôlement des Haredim qui ne sera plus votée malgré la volonté de Benjamin Netanyahou de la faire passer suite à la décision des Haredim de ne pas soutenir ce projet de loi, notamment les Haredim les plus, j'allais dire, qui sont censés être les plus faciles avec lesquels on peut traiter, à savoir ce qu'on appelle les Létaïm, les Ashkénazes non chassidiques. Donc, on est dans une situation où effectivement le fait qu'il n'y ait pas un knock-out au Liban blesse pour l'instant Benjamin Netanyahou. Mais j'ai envie d'élargir. Je pense que le fait qu'on soit entre deux volets du grand conflit avec l'Iran, ça blesse aussi Benjamin Netanyahou parce qu'en fait il laisse, j'allais dire, Tsahal sur le qui-vive parce qu'on s'attend à l'issue avec le plus grand ennemi qu'est l'Iran. Et en attendant, à Gaza, on n'avance pas comme on aurait voulu avancer, bien qu'on a quand même, en l'espace de 10 jours, éliminé à 2 reprises le chef d'état-major, le Ramatkal du Hamas, c'est quand même pas mal. Mais, et la même chose au Liban, c'est-à-dire que tous les jours, on va éliminer et éradiquer des terroristes. Mais là, j'aimerais ajouter une phrase. J'ai entendu des membres du cabinet dire il faut faire tomber des tours au Liban. Bon, à Beyrouth. J'ai rien contre le fait de faire tomber des tours dans lesquelles habitent des terroristes. Mais pour affaiblir les terroristes, il faut mieux les tuer eux que faire exploser leur appartement. Et la clé au Sud-Liban, ça doit être de viser de façon systématique partout le Hezbollah, la chaîne d'armement, la construction des armes, les gens qui les portent et les gens qui les financent. Et c'est comme ça que vous affaiblissez les terroristes. Vous avez le sentiment que ça n'est pas fait actuellement ? Ça n'est pas fait suffisamment et ça n'est pas fait suffisamment, ça n'est pas fait systématiquement, justement. Et c'est là où je vous rejoins sur la limite. Il y a cette idée de dire que Beyrouth doit être une zone, j'allais dire une zone neutre, une zone qu'on ne peut pas attaquer. Eh bien non. S'il y a quelque chose, comme on le fait aujourd'hui par exemple, comme on l'a fait pendant le cessez-le-feu, tant qu'il y avait encore le point du plan Trump qui était encore d'actualité à Gaza, lorsqu'il y avait une menace imminente, lorsqu'il y avait un terroriste qu'on avait dans notre viseur, eh bien on l'éliminait. Aujourd'hui, le sentiment, c'est qu'on se concentre réellement autour de cette zone de sécurité, on l'élargit et on va pas aller chercher le Hezbollah, on va pas aller éradiquer par exemple les convois qui vont passer par le nord du Liban ou alors ce qui s'organise dans les quartiers chiites de Beyrouth. Donc il y a encore à faire et on est vraiment bloqué. Mais vous savez, le Premier ministre disait hier que Churchill disait qu'il n'y a rien de pire que d'être en désaccord avec ses alliés, c'est-à-dire de faire la guerre contre ses alliés, c'est de faire la guerre sans eux. Donc aujourd'hui, effectivement, on a peut-être un conflit sur ce point-là avec les États-Unis, mais on préfère les avoir de notre côté, bien évidemment, dans le conflit qui nous oppose à l'Iran. Et ça a fait ses preuves. Donc par rapport au Liban, eh bien la stratégie, c'est aussi de savoir quelque part trouver des alternatives. Donc pour l'instant, l'alternative, elle est terrestre, comme je vous l'ai dit. On ajoute des dizaines et des centaines de kilomètres carrés de présence de Tsahal au sud-Liban et d'éradication de zones terroristes et d'infrastructures terroristes au sud-Liban, sur la zone frontalière. C'est quand même quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, avec le Hamas, on continue notre action. Et je pense que d'ici les élections, ça va se tasser parce que je vous l'ai dit, Benjamin Netanyahou prépare un acte supplémentaire vis-à-vis du Hamas à Gaza parce que c'est avec cela que ça a commencé. Et il sait très bien que s'il veut arriver fort aux élections, il a besoin de montrer quelque chose de très clair sur notre victoire à Gaza. Alors, 2 questions pour terminer sur le plan politique, sur la proximité des élections. Vous avez aussi le sentiment qu'il y a une forme de frémissement au sein du Likoud, c'est-à-dire qu'on est mécontent de Binyamin Netanyahou. On est, par exemple, certains sont mécontents de son intention de se garder une dizaine de places bien en vue dans la liste électorale du Likoud. Certains même vont même jusqu'à vouloir créer, comme Gilad Ardan, une nouvelle formation de droite qui pourrait ramasser les voix, recueillir les voix des déçus de Binyamin Netanyahou. Tout ça, c'est pas tout à fait positif pour le Premier ministre en perspective des élections. Je vais vous dire, je vais faire...
Les deux questions sont en fait différentes parce que le frémissement au sein du Likoud, j'ai envie de dire que c'est le propre d'un parti démocratique. Dans un parti démocratique où les députés sont élus par les membres du parti, eh bien ils ont une légitimité qui n'est pas uniquement le fait d'avoir été choisi par le chef du parti. Donc bien évidemment, ceux qui nous font la leçon sur la démocratie, eh bien c'est Lieberman qui est dictateur dans son parti, c'est Lapid qui est dictateur dans son parti, c'est Eisenkot qui est dictateur dans son parti, c'est Bennett il est tellement dictateur qu'il a dit qu'il allait faire passer les membres de son futur parti au polygraphe. Donc voilà, et je vous parle bien évidemment pas des autres démocratimes dont Yair Golan. Voilà. Enfin, on va voir ce qui va se passer avec leur. Voilà. Parfois, Raphaël, lorsque l'on voit certains candidats de la liste électorale du Likoud, on se dit peut-être il vaudrait mieux que ce soit Binyamin Netanyahou qui choisisse. Bien sûr, mais ça c'est le piège, bien évidemment. Mais ça c'est le grand piège, parce que les un peu plus de 100 000 membres du Likoud, qui est le plus grand parti politique en Israël, eh bien, ils sont intelligents. Et vous allez voir qu'aux prochaines élections, ils vont évincer les députés qui n'ont pas fait leur travail sérieusement, ou qui se sont comportés comme des clowns, qui ont blessé la politique du Likoud. Ça, je vous le dis. Benjamin Netanyahou, il n'a pas besoin d'avoir 10 places dans, j'allais dire, pour placer ces gens. Il suffit qu'ils disent aux électeurs qui sont les députés qu'il voudrait avoir à ses côtés. Et avec le poids qu'il a au Likoud, eh bien, ça va jouer de façon très forte en la faveur de ces députés. C'est ce que Trump fait. Vous suivez la politique américaine. Il va to endorse, il va aller soutenir telle et telle personne dans les primaires aujourd'hui dans le Parti républicain vis-à-vis des midterms. Et c'est comme ça en général. Et au jour où je vous parle, il est tellement populaire qu'il a 100% de réussite. Donc, je pense que la solution, c'est pas de devenir non démocratique. La solution, c'est justement de jouer avec l'appareil démocratique. Benjamin Netanyahou est très populaire au Likoud. Il peut dire tel et tel et tel député, j'aimerais ne pas les avoir à mes côtés. Après, donner une flexibilité, lui donner la possibilité de placer une partie de la liste de façon, j'allais dire, à étendre aussi son pouvoir en tant que chef de parti, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Mais 10, ça me semble quand même beaucoup. Après, vous me parliez d'Ardennes, et là, c'est intéressant. Parce que je pense que Gilad Arden, si demain il se présente aux élections, aux primaires au Likoud, il va se retrouver comme d'habitude dans les 10 premiers. Il est très populaire. Il a fait aussi un bon job du côté de New York lorsqu'il était notre ambassadeur, bon, d'abord à l'ONU et puis dans une période il était aussi ambassadeur à Washington de facto. Donc la raison pour laquelle ce parti de centre droit est intéressant aujourd'hui, c'est parce que vous voyez que la campagne de la gauche, c'est de dire on est à droite. Bennett il dit moi je suis vraiment le Likoud, et puis Lapid hier disait mais moi je suis le fils de mon père, j'ai toujours été à droite. Bon bref, tout le monde est tellement à droite qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de gauche en Israël. Donc, d'avoir un parti de centre-droit qui n'est pas identifiable avec Benjamin Netanyahou, ça va sûrement permettre de, j'allais dire, centraliser, cristalliser les positions et les blocs. Et si ce parti ne boycotte pas Benjamin Netanyahou, un peu comme Gideon Sa'ar à l'époque avec son parti, sauf que lui avait boycotté Benjamin Netanyahou, eh bien, on sera plus dans un scénario Carlone, et dans un scénario où vous allez avoir un parti qui va avoir 5, 6, 7 mandats assez facilement, 5 mandats je pense, et ce sera le couronneur de roi des prochaines élections. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler très certainement. Il nous reste encore quelques mois avant les élections. On aura certainement l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, de nous avoir donné votre appréciation de la situation à la fois sécuritaire et politique, en politique intérieure. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel. Bonne journée. En ligne avec notre ami Gilles Belaïch. Gilles, bonjour. Bonjour, Bakatav Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais vous demander, pour être plus précis, de redresser votre caméra parce que vous êtes dans le bas de l'image. On va essayer de mieux vous voir. Non, de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Parfait. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, on vit une période économique qui est assez intéressante. Le dollar, le taux du dollar est en baisse. Le dollar s'affaiblit considérablement par rapport au shekel. On parle même d'un taux d'un dollar pour 2 shekels 80, ce qui serait un taux historique. Alors, la question que je vous pose finalement, parce qu'on a toujours,
d'une certaine manière, on se tape sur l'épaule en disant le shekel, c'est la monnaie la plus solide au monde, mais finalement, lorsqu'elle est trop solide, c'est peut-être pas tout à fait un avantage, ça peut être un handicap, surtout dans le monde du commerce. Oui, tout à fait, Daniel. Il y a aujourd'hui pas que des avantages à avoir un shekel extrêmement fort, et toutes les entreprises exportatrices israéliennes d'ailleurs sont en train de faire leurs calculs, parce que aujourd'hui exporter des activités et des services en shekel, c'est évidemment perdre beaucoup plus de marge au fur et à mesure quand on a un taux de shekel dollar qui est extrêmement fort. Et on le voit d'ailleurs parce que c'est évidemment pour la plupart des grandes entreprises de high-tech, ils payent leur main-d'œuvre et leurs ressources de très haut niveau en Israël en shekel, et ils doivent facturer très souvent avec le dollar, et c'est la monnaie souvent établie pour des transactions et des gros contrats pour certains groupes. On parle de la high-tech, mais on parle du pharmaceutique aussi avec Teva, on parle de l'armement et du cyber security. Donc énormément de contrats sont établis en dollars, et aujourd'hui, même si on sait qu'il va y avoir beaucoup d'avantages aussi, notamment évidemment dans l'effet miroir avec les importations de biens et de produits vers Israël qui nous coûtent de moins en moins cher, et aussi notre dette en dollars qui nous coûte de moins en moins cher, il y a évidemment beaucoup d'impact pour les entreprises exportatrices, et il faut trouver le bon ratio, le bon équilibre, et aussi comprendre pourquoi est-ce que dans le contexte dans lequel on a un dollar aussi faible, ou alors, à l'inverse, de se dire on a un shekel aussi fort. Alors pourquoi, par exemple, le gouverneur de la Banque d'Israël, qui a fait baisser les taux d'intérêt, on va en parler, il y a 2 jours, ne poursuit pas une politique de ses prédécesseurs qui était de racheter des dollars pour justement faire atténuer, on va dire, cette baisse du dollar? Alors, en fait, c'est déjà le point essentiel pour, à mon avis, le gouvernement israélien actuel, qui est surtout de faire réduire de manière prioritaire le coût de la dette. On sait que dans le contexte actuel et la situation actuelle, on a besoin de beaucoup plus s'endetter que d'habitude, et ça devient une priorité que d'avoir un schéma dans lequel on va avoir un coût de la dette qui va être extrêmement faible. Et puis c'est surtout le fait qu'il arrive à un moment donné où même si la Banque centrale israélienne intervient, elle va intervenir pour 15 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Et il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs qui font en sorte que, in fine, même ces 15 et ces 20 milliards de dollars vont être tout à fait insuffisants pour lutter contre un shekel qui se renforce, et c'est un petit peu aujourd'hui le diagnostic de la Banque centrale israélienne, qui est de dire ça va nous coûter très cher en vente de devises, mais finalement, par exemple, prenons la cession de l'entreprise Wiz à Google, c'est 32 milliards de dollars d'acquisition. Donc, on rappelle que quand on a des sociétés étrangères qui viennent acheter des sociétés high-tech en Israël, ils sont obligés, évidemment, de convertir leur devise en shekel, puisque sur le territoire israélien, on achète en shekel, et c'est tout à fait normal. C'est la réglementation aussi internationale. De la même manière, en Europe, on achète en euros et pas dans une autre devise. Eh bien, quand on a ne serait-ce que la transaction avec Wiz, qui représente 32 milliards de dollars, on rappelle qu'en 2025, il y a eu plus de 80 milliards de dollars d'acquisition venant de l'extérieur vers les entreprises de high-tech. Eh bien, on se rend compte que ne serait-ce que ces seuils-là, qui sont exceptionnels pour la performance économique israélienne, eh bien, sont tels que la Banque centrale se trouve un petit peu au dépourvu. Et puis, aujourd'hui, on décrypte aussi un phénomène qui est pas souvent très connu, mais qui est quand même très important dans cette relation-là, c'est que nous avons le jeu des fonds de pension israéliens, parce qu'on rappelle qu'en Israël, il n'y a pas de fonds de retraite mutualisés, mais par capitalisation, un peu à l'américaine, hein. Donc chacun contribue à épargner pour sa propre retraite, 12,5% à peu près du salaire. Et aujourd'hui, ces fonds de pension israéliens, ils pèsent 300 milliards de dollars. Mais la quasi-totalité de ces 300 millions de dollars sont
300 milliards de dollars, pardon, sont investis sur les bourses américaines. Et dès qu'on a des bourses américaines qui ont un niveau qui est un petit peu un niveau d'alerte, qu'est-ce que font ces fonds de pension? Ils convertissent pour se couvrir ces 300 milliards de dollars, pas en totalité, mais en partie, en shekels pour revenir à un niveau de risque un petit peu moins important en termes d'exposition sur cette devise. Donc, en synthèse, on a aujourd'hui des sociétés high-tech qui font que beaucoup de devises étrangères se convertissent. On a ces fonds de pension qui sont extrêmement exposés au dollar et qui ont tendance à vendre leurs dollars et à revenir vers le shekel. On a des taux d'intérêt qui restent quand même assez forts. Alors même justement, si baisser. Voilà, les taux d'intérêt, ils ont baissé. C'est-à-dire une prise de conscience du gouverneur qui a rechigné avant de les baisser, ces taux d'intérêt ces derniers. Oui. Ça a presque été une bataille parce que évidemment qu'il arrivait à un seuil où c'était un petit peu compliqué. Et puis c'est compliqué pour le marché local israélien. Aujourd'hui, l'Israélien qui souhaite faire une acquisition immobilière ou la TPE ou le PME et la PME israélienne qui souhaite faire de l'investissement avec des taux d'intérêt qui étaient aussi élevés alors même qu'on a forcément moins d'investisseurs étrangers qui arrivent sur le marché israélien pour acheter des appartements ou pour faire des investissements, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'était compliqué pour le marché local. Israël n'est pas qu'un international, elle est dans le quotidien de chaque Israélien. Oui, il faut penser aussi aux contribuables israéliens, ceux qui veulent acheter un appartement avec des prix hypothécaires. Et là, effectivement, ils ont besoin d'un taux d'intérêt directeur qui soit le plus bas possible. Merci beaucoup, Gilles Belaïs, de nous avoir éclairé donc, sur ces derniers développements au sein de l'économie israélienne, en particulier avec le renforcement du shekel par rapport au dollar. On va voir si, effectivement, au cours des prochains jours, le taux du dollar remonte ou alors si on atteint, on va dire, un taux record par rapport au shekel de 2,80. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci.